En fait, le monde est entré dans la troisième révolution industrielle depuis les années 80, qui est en train de totalement transformer le système productif mondial. C'est une révolution qui a la même maquette au sens conceptuel que les deux premières, celle des années 1780 et 1881. La grappe d'innovation de rupture dans la troisième révolution industrielle, c'est tout ce qui tourne autour de l'informatique, Internet, la microélectronique. Et cette grappe d'innovation est en train de féconder toutes les autres et de les transformer. Par exemple, la biotechnologie née de cette application de l'informatique et de l'Internet. Il n'y a pas de séquençage du génome sans informatique. Vous avez une transformation aussi de toutes les grappes d'innovation autour de la communication. La finance est totalement transformée. Il n'y a pas de finance globalisée sans l'informatique qui permet la gestion informatisée de tous les flux financiers. La banque n'existe pas sans l'informatique. Aujourd'hui, les banques sont des gros ordinateurs. Donc il y a une totale transformation du système économique. Et dans cette transformation en cours du système économique, les entrepreneurs jouent un rôle clé d'assembleurs de compétences et de capitaux pour produire les nouveaux assemblages de produits et services qui sont au cœur de cette révolution industrielle, qui sont véhiculés par les plateformes informatiques qui servent de connexion entre la production et les besoins des consommateurs. Donc dans cette révolution industrielle, il y a un besoin massif de robotiser la production, de construire ces plateformes informatiques qui sont au cœur de la relation entre la production et la distribution et la demande. Et donc on est dans une transformation totale du système productif. Oui, nous avons été à l'initiative de la première révolution industrielle avec l'Angleterre, même si la révolution française nous a fait perdre une quinzaine d'années au démarrage de cette première révolution industrielle. Nous avions rattrapé le retard ensuite. Pour la deuxième révolution industrielle, nous avons été carrément en pointe de cette deuxième révolution industrielle. Au début du XXe siècle, nous étions la Californie du monde, à la fois par notre capacité d'innovation et de développement de produits. Dans l'industrie automobile, au début du 19e, et encore dans les années 1910-1920, nous avions plus de 200 constructeurs automobiles. Nous construisions à la fois les voitures les plus rapides et les plus belles du monde. Et nous étions aussi à la pointe du développement dans l'aviation, dans le cinéma, la photographie, la chimie, la pharmacie. Donc la France a une tradition industrielle extrêmement forte et c'est d'ailleurs l'élément clé qui nous permet de penser que nous sommes capables de rebondir dans la troisième révolution industrielle, même si de fait aujourd'hui, parce que les élites françaises, aussi bien politiques qu'économiques, ont tourné le dos à cette troisième révolution industrielle, de fait la France désindustrialise depuis 15 ans. La part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB a baissé de 30%. Il faut arrêter cette dégringolade et reconstruire une base compétitive forte à base d'une industrie puissante, très capitalisée. Et c'est la proposition centrale de notre rapport. Alors c'est un vaste sujet qu'on ne va pas traiter en quelques secondes. Vraisemblablement, les élites ont imaginé au milieu des années 90 que parce que nous sortions de fait de la deuxième révolution industrielle pour entrer dans la troisième, elles n'ont pas perçu l'entrée dans la troisième. Elles ont pensé que nous entrions dans un monde post-industriel, post-travail, et que dans ce contexte, il fallait réadapter l'économie autour du non-travail, ce qui a été l'origine des 35 heures. Mais comme on était aussi dans le post-industriel, elles ont pensé qu'il fallait trouver un nouveau moteur de la création de richesse. Et l'idée des élites françaises qui étaient restées keynésiennes, ça a été de dire mais on va se servir de la consommation comme moteur de production. Puisque ce n'est pas l'industrie, il faut un moteur de substitution. Et donc on va développer la consommation à base de services. Pour financer la consommation, on a laissé filer la dépense publique pour alimenter la consommation par des prestations de toute nature, ce qui fait que maintenant on a la dépense publique la plus élevée de la zone euro, avec une dépense publique qui fait 9 points de PIB de plus que la moyenne des 16 autres pays membres de la zone euro. Donc on a des élites françaises qui sont en déconnexion avec cette troisième révolution industrielle actuellement.
C'est tout simplement que l'État n'est pas la personne la plus à même de savoir où va se trouver les futures grappes d'innovation, les gisements de croissance futurs, et qu'il faut laisser cette responsabilité aux seuls entrepreneurs. Il est beaucoup plus évident qu'un seul acteur central monolithique, s'il fait une erreur, elle sera dommageable pour l'intégralité du temps à venir. Et donc c'est ce qui s'est passé sur le plan machine-outil par exemple, où l'État s'est trompé et son erreur a coûté immensément cher et a duré pendant très longtemps. Alors que si l'on laisse la somme des décisions à des petits acteurs, ceux-ci peuvent se tromper, innover, améliorer, revenir en arrière. Et donc là, on a affaire à une vraie innovation qui est portée par les entrepreneurs. Alors le piège à productivité, c'est qu'en fait, la France est un beau pays, un pays industriel qui a une forte tradition dans ce secteur-là. Et on a une forte productivité. Les Français, contrairement à ce qu'on peut entendre, les Français sont des gens travailleurs, des gens motivés. Et donc, on a une forte productivité. Le problème, c'est que dans un monde moderne, un monde capitalistique, si dans les usines, nous n'avons pas les outils pour bien travailler, eh bien forcément, notre productivité va en souffrir, ça va obérer notre productivité. Et à l'avenir, il risque qu'on se retrouve derrière nos concurrents allemands ou italiens. Alors, l'épargne des Françaises est conséquente déjà parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils n'ont pas confiance dans leurs élites économiques et politiques, donc ils décident d'épargner beaucoup. C'est une aversion au risque. Donc quand on a compris ça, cette aversion au risque, on comprend qu'elle soit peu orientée vers l'économie. On comprend que les Français préfèrent la placette, une épargne de précaution en vue de futurs impôts. C'est ce que Ricardo a appelé l'imposition différée. Et donc, pourquoi elle ne va pas vers l'économie? Eh ben, c'est aussi parce que fiscalement, c'est un secteur qui n'est pas attractif. Les politiques d'État ont été fondées pour attirer l'épargne des Français vers la dette de l'État. Donc, il faut mener une politique générale favorable à la reconstitution des marges des entreprises pour qu'elles aient les moyens de se redéployer. Et parallèlement, il faut qu'on rattrape notre retard dans cette troisième révolution industrielle très technologique. Comme le disait Robin, il faut que nous rattrapions notre retard dans les robots de production, parce que pour assurer une bonne qualité des produits et des services dans cette troisième révolution, il faut une constante dans la qualité de la production qui est permise par les robots et qui n'est pas permise autrement. Si nous favorisons la recapitalisation du secteur productif et le développement de cette industrie, nous pouvons parfaitement, sur la base de nos traditions industrielles et de l'excellence de nos ingénieurs, de nos mathématiciens, de nos informaticiens, revenir à la pointe de l'économie mondiale. Donc notre proposition centrale, c'est de faire des fondations de production qui permettraient aux 400 000 entreprises familiales qui sont le cœur de notre secteur productif en dehors du SBF 120, c'est-à-dire les 120 principales entreprises françaises cotées à la bourse. Donc en dehors de ces 120-là, il y a 400 000 entreprises familiales qui sont le corps de notre industrie, de notre économie, et c'est parmi elles que sont les champions de demain, mais personne ne sait lesquels sortiront parmi les 400 000, on ne peut pas les désigner à l'avance. Dans aucun autre pays au monde, on essaye de les désigner à l'avance, même si on mène des politiques favorables au développement des entreprises. Et donc nous proposons des fondations de production où, en apportant les actions de ces entreprises familiales dans ces fondations pour des durées relativement longues, qui permettraient de tester l'engagement de ces capitalistes familiaux au bénéfice du développement de l'entreprise et de l'emploi en France, bien, en apportant leurs actions dans ces fondations, ces actions ne seraient plus prises en compte dans la base de l'ISF. Et en capitalisant les 2/3 des dividendes dans ces fondations, on obtiendrait les moyens de financer le redéveloppement de notre secteur productif, la recapitalisation permettant de robotiser et de faire des développements d'ingénierie qui sont à la fois techniques, mais aussi les transformations d'organisation et les transformations de marketing qui sont absolument clés dans l'innovation. Un autre point de ces fondations, par mimétisme avec ce qui a marché en Allemagne depuis 40 ans, les parts de ces fondations, en cas d'héritage, si les héritiers s'engagent à conserver les actions dans ces fondations, ne seraient pas prises en compte pour les héritages, ce qui favoriserait la continuité du capital au sein de ces entreprises. On sait que la France, dans les années 2000, a été beaucoup décapitalisée et a perdu beaucoup de son entrepreneuriat local au moment des successions, parce que les héritiers ne pouvaient pas assumer les droits de succession. Si ces fondations avaient existé, ça aurait été des instruments pour assurer la continuité du capitalisme français et son développement sur la durée.